Henri Guimin, Silence aux pauvres. Préambule. L'histoire sérieuse, l'histoire historique, comme disait en souriant Péguy, n'a pas encore mis en lumière la place qu'a tenue dans la Révolution française et dès le début la crainte, chez les possédants, d'une menace sur leurs biens. Ce qu'il faut savoir, et capitalement, c'est que dès la réunion des États généraux, une grande peur s'est déclarée chez les honnêtes gens, c'est-à-dire les gens de bien, les gens qui ont du bien, des biens, face à ceux que l'on va exclure du droit de vote et de la garde nationale, les non-possédants, les gens de rien. Robespierre est un des rares, des très rares révolutionnaires à souhaiter chez les exploités, des champs et des villes, une conscience de classe. Et tout va se jouer sur ce même sujet, avec l'épouvante croissante pendant plus de 5 ans, de ceux qui ont, en présence de ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien, et qu'il s'agit à tout prix et constamment de surveiller et de contenir, d'abord par le déploiement avertisseur de la force le 14 juillet 1790, ensuite par son usage crépitant et persuasif le 17 juillet 91. Cet oubli et quelques autres, ainsi qu'un prétendu dérapage de la Révolution, ont provoqué chez Henri Guimin un état violent d'insupportation qui, on le verra dans ce livre, a donné la fièvre à son stylo. Avant-propos. J'avais pensé à Éloge des vaincus, mais il fallait avoir lu mon petit texte pour comprendre ce titre-là. Les vaincus, ceux que liquida le 9 Thermidor, avec en 48 heures la plus belle fiesta de la guillotine, plus de 110 têtes coupées le 10 et le 11. Ceux qui avaient cru en la révolution, en une révolution où non pas seulement seraient changées les structures, mais d'abord et avant tout serait modifié le regard de l'homme sur la vie et l'emploi de ses jours, immédiatement limpide, en revanche, ce titre « Silence aux pauvres ». 2 raisons m'ont poussé par les épaules pour me dicter ce, dirais-je, à la cuistre, ce précis des événements qui se déroulèrent chez nous de 1789 à 1799. Ce résumé didactique de la Révolution. Premier mobile, l'état violent d'insupportation, entre parenthèses ce néologisme et de Flaubert, que je dois à l'étalage tintamaresque et péremptoire d'une doctrine où la Révolution, d'une part, se dilue sur près d'un siècle et d'autre part, c'est ça la grande trouvaille, dérape. Tel est le mot-clé, le mot de passe, le label d'initiation. Dérape, oui, très vite. Dès la législative, le mal est fait. Autrement dit, la sagesse eût été un gouvernement à la Louis-Philippe. Et donc, la République relève d'un dérapage. Pas mal, non, pour le bicentenaire? Original, en tout cas. L'autre mobile qui s'est emparé de mon stylo pour lui donner la fièvre, c'est l'affaire de la propriété, dont je trouve qu'on l'oublie un peu trop dans les récits et commentaires usuels de la Révolution. Ce qu'il faut savoir, de capitalement, c'est que dès la réunion des États généraux, une grande peur s'est déclarée chez les honnêtes gens. Formule, je crois bien, que nous devons à Lafayette. Honnêtes gens égale gens de bien. Gens qui ont du bien, des biens. Au vrai, les possédants face à ceux que l'on va exclure du droit de vote et de la garde nationale. Les non-possédants, les gens de rien. Robespierre est un des rares, des très rares révolutionnaires à souhaiter chez les exploités des champs et des villes une conscience de classe. Il n'y parvient pas, trop tôt. Attendons l'expansion industrielle du siècle suivant et les concentrations de prolétaires. En revanche, chez les gens de bien, elle est là, dès 89, la conscience de classe, vivante, je vous l'assure, lucide, effarée, agressive. Il n'est pour s'en rendre compte, à ravir, que de regarder et d'écouter Madame de Staël, Sieyès, Barnave et 100 000 autres. Et tout va se jouer sur ce sujet même avec l'épouvante, croissante pendant plus de 5 ans, de ceux qui ont, en présence de ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien, et qu'il s'agit à tout prix et constamment de surveiller et de contenir d'abord par le déploiement avertisseur de la force le 14 juillet 1790, ensuite par son usage crépitant et persuasif le 17 juillet 91.
Les trois assemblées qui vont gouverner jusqu'au Directoire, l'Assemblée nationale, la législative, la Convention, seront toutes les trois, la Convention aussi, composées de propriétaires. La première, au lendemain des émeutes rurales de juillet 1789, aura soin de doter la propriété d'un attribut inédit, renforcé, solennel. Et nous admirerons Danton, le jour même où la Convention tiendra sa première séance, apportant au soutien de la fortune acquise un adverbe inattendu et grandiose, odieux, intolérable, ce Robespierre qui ose, en avril 1793, proposer une limite officielle au droit de propriété. Il est fou, un malfaiteur, un anarchiste. Enfin, les honnêtes gens vont respirer. Le 9 Thermidor. Quelle délivrance! Ne s'est-on pas risqué au comité de salut public, automne 93, à intervenir dans l'ordre économique, établissement d'un maximum pour le prix des denrées, alors que le dogme des Girondins comportait une abstention rigoureuse, absolue, de l'État en ce domaine. C'est la Convention, et oui, elle-même, ayant repris son vrai visage et jeté le masque qu'elle s'imposait par effroi des robespierristes, qui va saluer d'acclamation Boissy d'Angias, énonçant à la tribune cette vérité fondamentale. Un pays gouverné par les propriétaires est dans l'ordre naturel. Imparfaite, insuffisante, la rectification thermidorienne. Le principe républicain subsiste, redoutable en soi quant à l'essentiel. Brumaire fermera la parenthèse sinistre ouverte par le 10 août 92 et le suffrage universel. Plus d'élection du tout, ni de république, mais le bonheur, la béatitude de reconquérir par Necker et ses amis banquiers. À la niche, une bonne fois, les gens de rien. Henri Guillemin.